Aujourd'hui, on célèbre Patrice Emery Lumumba dans son jour d'anniversaire le 2 juillet 2025. 100 ans d'anniversaire, Lumumba est né le 2 juillet 1925. Aujourd'hui est un jour très intéressant et il y a eu célébration dans beaucoup d'endroits au monde, en tout cas pour ceux qui le respectent et ceux qui respectent son travail. Un héros national, un homme fort qui malheureusement, dont la mort a choqué beaucoup de personnes autour du monde. La République démocratique du Congo, ainsi que beaucoup de personnes dans le monde, célèbrent la centenaire de la naissance de Patrice Emery Lumumba, figure légendaire que vous connaissez certainement, déjà vu la personnalité, la personne. Lumumba fut un révolutionnaire, un héros national qui a lutté pour son pays, sa patrie, mais dont les objectifs de vie n'ont pas été tout à fait en accord avec les désirs de l'Occident. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Malheureusement, Lumumba, à travers Mobutu Sese Seko et plusieurs autres personnes qu'il a aidées dans la vie, et ont été auteurs de la perte de sa vie. Alors, Lumumba a inspiré beaucoup de personnes. Je pense que c'est essentiel de respecter sa mémoire aujourd'hui. C'est très important. Lumumba, âgé de 34 ans, était déjà dirigeant de son pays. 34 ans d'âge. Aujourd'hui, vous regardez les gens à 34 ans, vous êtes choqués de ce qui sort de leur bouche. Ok? Si vous regardez dans le passé, vous remarquerez que les Africains de l'époque étaient charpentés différemment. Maman Winnie Mandela, par exemple, à 18 ans d'âge, était déjà leader politique. 18 ans d'âge, en train de mener un groupe et un mouvement dans l'objectif de libérer l'Afrique du Sud. À 18 ans d'âge. Regardez les jeunes filles de 18 ans aujourd'hui, les jeunes africaines. Qu'est-ce qu'elles font? C'est hallucinant. L'histoire de Lumumba est connue de tous. Je pense qu'on va simplement toucher un tout petit peu les choses les plus essentielles. Ici, on voit dans Lumumba un militant, un combattant qui voulait la liberté de son pays. Une personne qui voulait simplement voir son pays émerger et être libre. Mais dont les aspirations et une mentalité amicale aux directions soviétiques ont influencé sa mort. Grâce à la sagesse congolaise qu'ont manifesté tous les élus devant les dangers qui nous menaçaient, vous avez été les premiers à faire comprendre à tous les devoirs d'union et de solidarité, où un gouvernement démocratique s'installe, où la justice s'établit, où chacun jouit désormais de sa liberté totale. Sans mâcher les mots, Lumumba a été trahi par les siens, trahi par les Congolais. Les Congolais ont trahi Lumumba, Lumumba qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse, son entièreté, son existence pour leur liberté. Ils ont trahi Lumumba. Et beaucoup de personnes se posent nombreuses questions pour comprendre pourquoi le Congo traverse toujours des moments difficiles. Regardez dans le passé. Nous parlons ici de la RDC. En effet, oui, il y a deux Congos. Il y a le Congo ici, RDC, et le Congo Brazzaville. Enfin, Congo et République démocratique du Congo. Deux pays différents, mais des peuples qui partagent beaucoup de choses. En parlant de Brazzaville et Kinshasa, ce sont les deux capitales les plus proches du monde. En effet, une personne à Brazzaville pourrait directement voir Kinshasa pendant la nuit, même pendant le jour, sans difficulté. Okay. De même, une personne debout à Kinshasa pourrait voir Brazzaville sans difficulté. Ils parlent la même langue. Le Lingala est parlé à Kinshasa, le Lingala est parlé aussi à Brazzaville. Mais curieusement, ce sont des peuples qui apparemment s'évitent pour quelconque raison. Il est triste de remarquer qu'il y a quelquefois des animosités entre ces deux peuples, qui est pourtant très proches. Et ce ne sont généralement que sur des sujets absolument absurdes, tels que qui est le vrai Congolais, qui est le Zaïrois, qui devrait garder le nom Congolais. C'est absolument absurde. Pourtant, au Congo RDC, il y a des gens qui parlent Kikongo, pendant qu'il y a aussi des gens qui parlent Kikongo ou Mulukutuba au Congo Brazzaville. Franchement, c'est absolument absurde. Historiquement parlant, le Congo a parlé à un moment très difficile. À l'époque, le monsieur ici que vous voyez, beaucoup ne le connaissent certainement pas, mais vous connaissez celui-ci, qui est généralement déclaré comme l'homme le plus méchant du monde. Pourtant, ce que celui-ci a fait est complètement incroyable, inadmissible. Il a pris des vies à hauteur de 10 millions de personnes à cause de son désir démesuré de l'argent. Léopold II, ce monsieur était propriétaire de la RDC, avant que
pays ne soit une colonie belge, c'était une propriété privée de ce monsieur Léopold II. Il s'en est servi évidemment pour extraire beaucoup d'argent. En faisant quoi? Beaucoup de manipulations qu'on va découvrir tout de suite. En effet, c'était au début du XXe siècle avec l'industrialisation. Il y avait désormais production de voitures. Et les voitures avaient besoin de quoi? Des pneus pour rouler. Et des pneus pour en faire, qu'est-ce qu'il faut? On a besoin de caoutchouc. Et les caoutchoucs, on en trouve où? Principalement ici, en République démocratique du Congo, ou en Congo à l'époque. Comme le roi de Belge savait qu'il avait possession des grandes terres, beaucoup plus grandes que son pays, qui pourraient lui procurer facilement ces caoutchoucs, il a mené des campagnes absolument macabres pour en acquérir en grande quantité. Qu'est-ce qu'il a fait? Généralement, les Africains, c'est-à-dire les Congolais qui étaient sur place, les hommes étaient forcés d'aller en forêt pour aller chercher du caoutchouc pour le blanc, Et il y avait un quota journalier où il fallait évidemment, inévitablement rencontrer, sinon on en subissait des conséquences. Et les conséquences étaient ultimes. Au départ, quand ils ont commencé, à chaque fois qu'un Congolais ou un Africain, un Noir, rentrait sans avoir atteint le quota journalier, qu'est-ce qui se passait? On lui prenait sa femme, par exemple, en otage pendant une journée, question qu'il parte le lendemain travailler et rentre avec le quota désiré pour récupérer sa femme. Donc au départ, c'était facile, jusqu'à un moment où M. Léopold II a trouvé que ça ne fonctionnait plus. Donc les Africains, d'après lui, étaient devenus complaisants. Il fallait manifestement trouver un moyen beaucoup plus obscur. Alors qu'est-ce qu'il fit dans ce temps? À chaque fois qu'un Noir africain rentrait à la maison sans essentiellement rencontrer son quota journalier, qu'est-ce qu'on faisait? On lui prenait sa main droite et brutalement coupait avec une machette. Imaginez, vous vivez dans vos terres, en paix et en liberté. Et il y a des Blancs qui s'en mènent et vous demandent désormais d'aller rencontrer un quota journalier. C'est-à-dire, chaque jour apporter une quantité bien définie de caoutchouc, sinon, soit vous perdez votre femme ou vous perdez votre bras. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leurs mains, comme ça, comme celui-ci. Et aussi après ça, aujourd'hui d'ailleurs, en Belgique, quand vous partez à Anvers par exemple, vous trouverez des chocolats avec des mains, des chocolats représentatifs des mains qu'on coupait au Congo démocratique si vous préférez aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent, avant d'entrer dans l'histoire de Lumumba, qui Lumumba malheureusement a été trahi par son peuple. Oui, Lumumba a été trahi par son peuple, il faut le dire. Lumumba a été trahi par son peuple, c'est triste. Et monsieur aurait dû s'enfuir. Ah oui, l'histoire dit que monsieur Lumumba aurait traversé une certaine rivière et arrivé de l'autre côté à l'autre rive. Il avait vu des militaires arriver et bousculer son épouse. Lumumba, par amour, est rentré de l'autre côté. C'est ce qu'on raconte. Nous ne pouvons malheureusement pas certifier l'authenticité, mais Lumumba serait rentré parce qu'il avait vu qu'on avait pris sa femme. À mon avis, Lumumba aurait dû s'en aller. Il aurait dû partir et sauver sa vie. Je suis certain qu'on n'aurait pas tué sa femme. Alors, beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont ces personnes qui coupaient les mains des gens? C'est ça la question que beaucoup de personnes... Beaucoup de gens vous disent, les Belges sont venus, ils ont coupé les mains des gens, ils ont maltraité des humains, ils ont commis des atrocités. Mais personne ne pose des questions de savoir qui exécutait ces choses. La force publique était une force congolaise. Si pas congolaise, c'était principalement formé par des Noirs. C'était une force... Il y avait un nombre très limité des Belges. Les Belges étaient limités. Ceux qui coupaient les mains des gens, c'était des Noirs. Je répète, les gens qui coupaient les mains des gens étaient noirs. Ce sont des Congolais qui coupaient les mains des Congolais sous l'ordre des Belges. Les Congolais coupaient les mains des Congolais sous l'ordre des Belges. C'est ça. Oui, de nombreux soldats ayant commis des atrocités, notamment la coupe de main dans l'État indépendant du Congo, étaient africains noirs. Toutefois, ils agissaient sous le commandement des Européens, en particulier des officiers belges, au service du roi Léopold II de Belgique. Il faisait partie de quoi? De la force publique, c'est ça. Une armée coloniale créée par le roi Léopold II à la fin du siècle pour imposer son autorité dans l'État indépendant du Congo de 1885 à 1908. Donc pendant ce temps-là, les militaires étaient noirs. On les appelait les Askaris, ou Askaris si vous préférez. Mais Askaris, c'est en Swahili, c'est la force publique. De l'application de quotas de caoutchouc et d'ivoire. Les raids dans les villages. Donc c'est eux qui partaient dans les villages chercher des gens en otage. Ce sont des Noirs, ce ne sont pas des Blancs. Les meurtres et mutilations des civils, y compris la tristement célèbre coupe de main. C'est eux qui exécutaient ces choses. Meurtres et mutilations. C'est-à-dire, prenez le monsieur là, il n'a pas rencontré son quota journalier, coupez-lui la main. On rit. Pour ma faute, c'est ça. Ah oui. Une grande partie des Askaris sont venus de la Tanzanie. Ils étaient soldats swahili, zanzibarites. Certains recrues provenaient du sultanat de Zanzibar, qui comprenait l'actuelle Tanzanie continentale. Et ces hommes, reconnus pour leurs compétences militaires, ces hommes étaient engagés ou réduits en esclavage par des négriers arabo-swahili.
Ensuite, ils étaient envoyés au Congo. Ils étaient souvent utilisés pour discipliner ou former les recrues congolais. Ce sont des gens qui sont venus de la Tanzanie. Ils sont respectés pour leur capacité militaire, à l'époque en tout cas. Et c'est ceux-là qui ont été envoyés au Congo pour former les Congolais, pour matraquer, taper, casser, briser les autres. Comment est-ce qu'ils fonctionnaient? Je pense qu'il est important de parler de ces histoires. Les principales punitions en cas de non-respect de quota, numéro 1, c'était couper les mains. Les soldats devaient ramener une main droite de chaque personne qui ne rencontrait pas le quota journalier. Et si ce n'était pas ça, des fois c'était les fouets avec la chicotte. La chicotte, c'est quoi? La chicotte était un fouet fabriqué à partir de la peau d'hippopotame. Les victimes, y compris des enfants, étaient attachées et fouettées sur les fesses nues, 25 à 50 coups. Et tout ça pouvait entraîner des blessures graves, voire la mort. Ces châtiments étaient souvent publics pour intimider la grande majorité de la population. C'était effectué par qui? Par des Noirs. Il y avait aussi la prise d'otage. Donc quelquefois, si tu travailles et que tu n'arrives pas à faire ce qu'il faut faire, on prend ton épouse jusqu'à ce que tu reviennes le lendemain. Ce sont les Noirs qui ont maltraité des Noirs. Il faut arrêter des bêtises. Vous savez, quand vous commencez à regarder l'Afrique avec un œil neutre et avec beaucoup de transparence, il y a beaucoup de choses que vous n'aimerez pas. Okay? Et toutes ces accusations portant sur les colonialistes seront diluées rapidement. Les Noirs, dans certains pays, sont capables d'atrocités à l'égard de leurs propres frères, et ça vous choquerait. Alors, pourquoi on parle de ça? Je pense que c'est essentiel d'en parler parce que la suite, c'est M. Lumumba. Lumumba s'est battu pour son pays. Okay? Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a sacrifié de sa vie, sa jeunesse, pour des gens comme ça. Regardez cette personne, après la mort de Lumumba, regardez comment il parlait. C'est un Congolais. Alors, Manuel, oui. Vous êtes content maintenant? Oh, et pourtant, je suis tellement content, pas mal, hein? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée. De la télévision, que si cet homme n'est pas mort, alors là, on ne serait pas un peu sérieusement. Comme il est mort, je suis tellement content. Oui. Vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Et ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Si c'était chez moi, mais je devrais même la manger, comme on mange les chikwang. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les Lumumbistes? Avec les Lumumbistes, si dans mon avis, si on les arrête, on peut les envoyer. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais le foutre tous à Bakwanga, alors on devrait les couper les oreilles. Et aujourd'hui on coupe l'oreille, demain on coupe les bras, le lendemain on coupe les jambes, on les laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors on les prend, on les met comme les statues, les squelettes. Regardez un monsieur qui parle d'une personne qui a sacrifié sa jeunesse, sa vie, son intelligence, ses capacités pour leur liberté. Il dit si c'était moi, j'allais le manger. Moi, si c'était pour moi, j'allais couper l'oreille. Le jour d'après, je coupe le doigt, je coupe le pied. Et ça vous étonne que le pays traverse ce que ça traverse. Mais il ne faut pas être étonné, c'est une malédiction réelle. La malédiction est réelle. Vous ne pouvez pas tuer un envoyé de Dieu comme Lumumba et attendre de vivre en paix pour le reste. C'est impossible. Il y a eu une malédiction. 100 ans, peut-être c'est à 100 ans de Lumumba. Peut-être que ça sera peut-être le moment où Dieu va décider, ok, on va arrêter. Sinon, il faut entrer en jeûne et prière. La grande population doit entrer en jeûne et prière et demander pardon à Dieu pour avoir tué Lumumba. Si pas la grande population, en tout cas, ceux-là qui sont liés, ceux-là qui sont même génétiquement liés à ces personnes qui ont trahi Lumumba, doivent s'agenouiller et demander pardon, pas seulement au peuple, mais aussi au Créateur pour avoir sacrifié Lumumba. C'est triste. C'est triste. C'est profond. Je pense qu'il était essentiel de rentrer dans l'histoire pour montrer. La réalité d'aujourd'hui n'est pas seulement une réalité aujourd'hui. C'est une réalité génétique depuis le temps, depuis la nuit de temps. Ceux qui coupaient les mains de leurs frères, c'est eux-mêmes qui coupaient leurs propres mains. C'est pas le Belge. Le Belge disait couper la main. Était-il incapable de dire non, en tout cas je ne coupe pas, je suis désolé. Et les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité et de dignité, eh bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son destin, à savoir dominer le continent africain. Pour recruter des gens pour former cette force publique ou cette armée, c'est-à-dire qu'il y avait un grand nombre de personnes. Et comment se fait ce grand nombre de personnes qui essentiellement faisaient la majorité de l'armée ne pouvaient pas se lever contre le Belge qui manifestement n'était pas là pour eux? On te demande de couper la main de ta tante et tu coupes. Et aujourd'hui vous êtes étonné de voir, oh non, celle-là n'aime pas celle-là. Attendez, le traumatisme est génétique, ça se transmet. C'est une transmission qui ne s'arrêtera pas si rien n'est fait. C'est ça la réalité. Aujourd'hui on célèbre Lumumba, mais pas dans l'hypocrisie. Ceci n'est pas limité aux Congolais.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'en libèrent beaucoup plus facilement que d'autres. C'est vrai qu'au Burkina Faso, il y a aussi eu un grand au nom de Thomas Sankara qui a traversé un moment absolument difficile pour son peuple, dans l'objectif de le libérer. Mais qui finalement a été trahi par un de ses plus proches, si pas le plus proche. C'est une tristesse très profonde. Aujourd'hui, on célèbre Lumumba. Dans cette histoire, je pense qu'il est important de se ressourcer et pas seulement célébrer aveuglement, comprendre que si vous regardez l'Afrique avec un œil clair, un œil transparent, un œil juste et correct, il y a beaucoup de choses que vous n'aimerez pas. Le Togo, nous sommes au Togo. On ne peut pas rester calme en ce qui concerne le Togo. On ne peut malheureusement pas rester muet en ce qui concerne le Togo. Ça serait inacceptable, injuste et incorrect. Le Togo, c'est un pays que je connais. J'y ai été à quelques reprises et ça a toujours été une expérience absolument magnifique. Je ne peux donc pas rester muet face à des situations absolument absurdes que vivent beaucoup de populations togolaises aujourd'hui. Au Togo, c'est fou. Beaucoup de gens sont tombés, beaucoup de gens pleurent, le sang coule, la sueur, la peine, la douleur, et les gens ne savent pas comment gérer cette situation. Mais qu'est-ce qui se passe au Togo actuellement ? Les organisations de la défense des droits de l'homme et civiques affirment qu'au moins 7 personnes ont été tuées. 7 personnes tuées, 7 vies parties pour de bon, dans une répression contre les manifestants réclamant le départ ou la démission du dirigeant Gnassingbé, qui est la libération des prisonniers politiques. Non, ces violences ne sont pas de simples bavures. Elles traduisent une politique de terreur. Elles illustrent une dérive autoritaire que nous dénonçons de toutes nos forces. Elles traduisent l'incapacité d'un pouvoir à répondre aux demandes de son peuple. Qu'est-ce que veulent les Togolais ? Les Togolais veulent la démission du président Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis combien de temps ? Depuis 2005. Okay ? Vous faites les maths. Est-ce absolument absurde de demander à ce que M. Gnassingbé quitte le pouvoir pour une personne qui a été là depuis 2005 ? Absolument pas, n'est-ce pas ? Je pense que c'est tout à fait logique et normal qu'on se pose des questions. Même si on est un excellent président, n'est-il pas logique qu'à un certain moment on arrête ? C'est tout à fait logique, n'est-ce pas ? Ok. Des manifestations de masse ont eu lieu du 26 au 28 juin, menées principalement par de jeunes, des organisations de la société civile et des activistes de la diaspora. Les manifestants demandent la démission de Faure Gnassingbé à la suite des réformes constitutionnelles qui qualifient de coup d'État constitutionnel. Donc les Togolais sont sortis dans les rues pour réclamer la démission du président Gnassingbé suite à un changement constitutionnel qui a été effectué et qu'ils qualifient, eux, de coup d'État constitutionnel. La Constitution, évidemment, ce sont les lois qui régissent la structure d'un pays. Cette Constitution ne peut pas être changée, altérée tout le temps, n'importe comment. Sinon, quand c'est fait, ça doit être fait de sorte à progresser la nation vers le devant. Mais les Togolais ont l'impression que ce changement est qualifié, comme ils le disent, d'un coup d'État constitutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? 7 corps ont été repêchés des rivières à Lomé selon une coalition appelée le Front citoyen Togo debout, qui accuse les forces de sécurité et les milices d'exaction. Donc le Front citoyen Togo debout a affirmé qu'on a trouvé 7 corps dans les rivières de Lomé et ils accusent les forces de sécurité togolaises ainsi que les milices de ces exactions. Notre frère a été tué hier dans la lagune. Et c'est en cherchant son corps aujourd'hui que nous avons retrouvé 2 autres corps dans l'eau. Vous savez, c'est quand même malade de dire ça parce que ça dérange. Chaque pays en Afrique, généralement, vous trouvez ces milices. Ces personnes qui, quelquefois, ne sont même pas appointées ou choisies par le gouvernement ou par le chef lui-même. Ce sont des gens qui sont fanatiques, qui, pour gagner leur bol de riz, sont là pour créer le dawa, le problème, les difficultés. Ils sont là en répresseurs. Ils s'organisent quelquefois de manière obscure pour aller réprimer, oppresser, briser toutes ces personnes qui osent se lever contre le gouvernement pour leurs droits. Est-ce qu'on peut se lever contre un gouvernement si ses droits sont bafoués? Absolument. Je pense que chaque pays dans le monde régit quelque part dans sa constitution une partie où on dit si vos droits les plus élémentaires sont piétinés, il est de votre responsabilité de vous lever. Alors ces milices, malheureusement, on trouve partout en Afrique. Voilà pourquoi je pose la question de savoir, est-ce que les Africains sont prêts pour la démocratie? Les Africains sont-ils prêts pour la démocratie? Avez-vous été tissés pour la démocratie? Point d'interrogation. C'est très important de se poser cette question. Parce qu'on a l'impression le plus meurtrier à l'égard de l'Africain, c'est en effet l'Africain lui-même. Ah oui, pendant tout ce temps, les gens s'est battu contre la colonisation, contre les Blancs, en disant les Blancs sont méchants, le Blanc est mauvais, regarde ce qu'il a fait. Il m'a pris ma religion,
m'a ravi ma langue, m'a asphyxié, m'a empêché de réfléchir. Mais le blanc est parti. Regardez comment les noirs agissent autour des noirs quand ils ont le pouvoir. C'est incroyable. L'homme noir va te montrer combien tu ne représentes absolument rien, puisqu'il est en position de, voilà, associé du gouvernement, conseiller du président de la République. Non, c'est incroyable. Regardez le Soudan sur la carte. Ça, c'est le Soudan. Le Soudan était le pays le plus grand en Afrique. Un pays très puissant. Le nord est rempli par des Arabes, ou arabophones si vous préférez. Le sud des Noirs. Le Soudan était un pays énorme. Et pendant beaucoup d'années, les Noirs au Soudan se plaignaient, disant le traitement qu'ils recevaient de Blancs, disant les traitements qu'ils recevaient des Arabes étaient complètement injustes. Ils disaient que le nord du Soudan était développé, il y avait beaucoup d'investissements, pendant que le sud était complètement négligé. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé ensuite qu'on les libère, qu'ils fassent leur propre pays. Pendant un temps, il y avait une guerre effroyable au Soudan, entre les Arabes et les Noirs. C'était incroyable. C'était absolument invivable. Et au moment donné, avec le soutien de beaucoup de pays africains, subsahariens, le Soudan a pu recevoir voilà cette opportunité de se diviser. Et la naissance du pays le plus nouveau du monde, le Soudan du Sud, qui existe aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe au Soudan du Sud aujourd'hui? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passe au Soudan du Sud aujourd'hui, dans un pays où il y a seulement de Noirs? Regardez les Soudanais comment ils sont. Ça, ce sont les Soudanais, les hommes les plus élancés du monde. Ils sont très beaux à voir, ok? D'une teinte complètement naturelle. C'est la couleur noire dans son origine. Mais qu'est-ce qui se passe chez eux aujourd'hui? Ils sont réfugiés partout. Réfugiés au Kenya, réfugiés en Ouganda. Ils ont quitté même le petit pays là qu'ils voulaient. Parce qu'ils sont incapables de se diriger. Chacun veut le pouvoir. Ils ont commencé à se tuer entre eux. Ils ont demandé de quitter le Soudan pour faire leur propre pays. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi on se pose la question. Les Noirs sont-ils prêts pour la démocratie? Montrez-moi un pays en Afrique où les élections sont correctes. À part l'Afrique du Sud et le Botswana. Un pays africain où les élections sont transparentes et les élections sont correctes et il n'y a pas de querelle ou de troubles ou des revendications prétextant que les élections ont été faussées. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que généralement, ce qui se passe, que le groupe au pouvoir va disponibiliser de l'argent pour corrompre l'établissement censé être arbitre des élections. C'est ce qui se passe généralement. C'est-à-dire, le gouvernement va mettre 50 millions de dollars pour le groupe des gens qui sont censés s'assurer que les élections soient transparentes. Voilà votre argent, assurez-vous que nous gagnons les élections. C'est ça. Et les gens s'étonnent de voir pourquoi les gens recourent aux rébellions. Parce qu'il y a apparemment pas d'autre moyen de devenir. Il y a, pour un peuple honnêtement stressé, pour lesquels les raisons sont réelles, des difficultés, en manque d'infrastructures, manque d'établissements de santé, manque de travail, manque de logement, manque de tout sous-développement dans leur communauté. Les gens qui ont sincèrement des raisons pour lesquelles ils veulent revendiquer ne peuvent malheureusement pas être écoutés quand ils vont à travers les moyens simples et pacifiques. Ils sont généralement jetés en prison, opprimés, oppressés, leurs familles bafouées. Voilà pourquoi certaines personnes décident, ok, je vois que ça ne marche pas, personne ne m'écoute. Dans ce cas, on va se lancer dans une rébellion. Alors, rentrons au Togo. Au Togo, le gouvernement a démenti. Le gouvernement togolais a nié que les décès soient liés aux manifestations de la semaine dernière. Ils disent que c'est absolument faux, ça n'a rien à voir. Donc les 7 personnes qui ont été retrouvées dans les rivières n'ont absolument rien à voir avec les manifestations. Ce sont des morts qui sont morts dans les rivières d'eux-mêmes. Voilà. Le gouvernement menace aussi désormais d'engager des poursuites judiciaires contre les organisateurs, qualifiant les manifestations de campagnes de désinformation et de haine orchestrées depuis l'étranger. Donc la population togolaise est sortie dans les rues pour revendiquer leurs droits. Et en retour, on dit que ce sont des manifestations maléfiques, des campagnes de désinformation et de haine orchestrées depuis l'étranger. Mais les raisons pour lesquelles ils sont sortis, est-ce qu'on a écouté ça? Pourquoi les Togolais sont dans les rues? Vous savez? On va essayer d'exploiter ça. Les manifestations, les amis, surviennent quelques semaines après que Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2 décennies, dont la famille dirige le pays depuis 58 ans, je ne suis pas en train d'inventer, a été nommé président du Conseil de ministres, une fonction sans limite officielle de mandat. L'honneur est pour nous de vous informer, chers collègues, de la désignation de M. Faure Gnassingbé en qualité de président du Conseil. Les choses ont changé au Togo. Il y a eu réforme constitutionnelle en 2024. Et en effet, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Premièrement, suppression des élections présidentielles. C'est-à-dire, désormais, vous, la population, ne voterez plus le président de la République. Ça sera un honneur réservé aux parlementaires. Donc imaginez-vous, une population de plusieurs millions de personnes qui ne peuvent plus voter leur président. Mais voilà, désormais, seront obligés d'attendre à ce que un groupe de personnes, une centaine de personnes, qui n'ont pas essentiellement été élues directement par ces personnes, votent à leur place un président. Numéro 2, création d'un nouveau système. Quel est dans ce nouveau système? Le nouveau système, un président de la République symbolique. Okay? Le président de la République sera symbolique. Il sera élu par le Parlement. Un président symbolique, c'est un peu comme en Grande-Bretagne, où il y a le roi ou une reine
qui n'assument pas des responsabilités politiques ou des décisions d'ailleurs. Ils sont là, rois et reines, ils vivent leur vie, mais c'est pas eux qui gèrent les choses. Numéro 3, instauration d'un poste puissant du président de conseil de ministres, équivalent à un super premier ministre. Okay? Donc, installation de ce nouveau poste, ça dérange les Togolais. Et ce poste sera assumé par qui? Par le président Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis 2005. Voilà pourquoi les Togolais sont... En fait, en 2005, on est président. On fait des élections, quelquefois correctes, quelquefois les gens pensent que voilà, ce n'était pas tout à fait correct. En fin de compte, pour pousser cette nécessité d'organiser les élections d'ici quelques années, on pourrait créer un poste qui évidemment sera sans exclusion, un poste qui te permet de rester autant que tu désires, mais c'est un poste évidemment qui assume les principales responsabilités telles que l'exécutif, le judiciaire, l'armée et tout le bazar. C'est un peu comme le nouveau président mais qui n'a pas besoin de faire des élections. Voilà ce que disent les experts. Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'invente rien du tout ici. Ça, ce n'est pas mon avis. Ce sont des faits que vous pouvez vérifier. Ce que je vous donne ici, c'est l'interprétation des experts. Faure Gnassingbé reste au pouvoir indéfiniment grâce à des changements adoptés sans référendum, via une super majorité parlementaire. Comment est-ce possible? C'est très possible, parce que, voilà, c'est un système parlementaire. Mais si vous regardez le Parlement, observez le Parlement togolais. Il y a le parti politique UNIR qui a 108 sièges au Parlement. C'est un Parlement qui a 113 sièges. UNIR, 108 sièges. ADD, Alliance des démocrates pour le développement intégral, 2 sièges. ANC de Jean-Pierre Fabre, 1 siège. DMP, 1 siège. FDR, 1 siège. Bon, regardez encore ici au-dessus. UNIR, 108 sièges. Bon, comment est-ce que vous allez voter contre eux? Ce n'est pas possible. C'est eux qui votent le président. C'est eux qui choisissent aussi le chef suprême. Enfin, c'est eux qui choisissent aussi le président du conseil de ministres, qui sera équivalent évidemment au super premier ministre, qui reste là presque indéfiniment. Donc, beaucoup de Togolais ont jugé que c'était une prise en otage, du pouvoir, et qu'ils étaient obligés de faire face à l'armée parce qu'ils veulent évidemment une certaine forme de liberté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Togo depuis un temps ? Le 16 juin, le gouvernement togolais a suspendu pour 3 mois la diffusion de RFI France 24, les accusant de partialité dans leur couverture de manifestations. D'accord. Je sais que beaucoup de personnes diront France 24, RFI et tout le bazar sont des téléviseurs ou des télévisions, si vous préférez, françaises, qui ne disent pas nécessairement la vérité. Y a-t-il eu 2 occasions, ils n'ont pas dit les choses tout à fait correctement? Absolument. Oui, c'est vrai. Mais le simple fait que ce soit venu de France 24 ou RFI, est-ce qu'une raison pour automatiquement exclure leur version de fait? Absolument pas. Ce n'est pas parce qu'une personne a dit des choses qui sont peut-être mensongères 1 ou 2 fois qu'il faudrait essentiellement écarter tout ce qu'ils disent et ne pas considérer du tout ce qu'ils ont comme rhétorique. Il y a eu dans le temps répression après la présidentielle 2020, après la réélection controversée de Faure Gnassingbé, l'opposition notamment Agboye Kodjo. Agboyome Kodjo avait été violemment réprimé, répercussions de domicile, arrestation de militants, journalistes et opposants. Beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu blocage d'internet au Togo à plusieurs reprises, notamment en 2017, 2020 et 2025. Le gouvernement a ralenti internet ou a coupé l'accès, notamment pendant les élections, les manifestations populaires. Pourquoi on fait ça? On se pose la question. Pourquoi il faut ralentir ou arrêter internet? À moins qu'on ne veuille pas que les gens voient quelque chose. On ne veut pas que les images sortent. Parce que les images qui sortent immédiatement ne peuvent pas être contrôlées. C'est très difficile. Alors, quels étaient les objectifs? Les gens présument beaucoup de choses. Certaines personnes pensent que c'était pour empêcher la mobilisation et étouffer la diffusion des images et des témoignages. C'était aussi un harcèlement judiciaire des journalistes et opposants journalistes critiques comme Ferdinand Haïté qui ont été poursuivis pour des délits de presse, parfois incarcérés ou contraints à l'exil. Okay, donc les gens sont fatigués, c'est par rapport à ça. Il y a encore un autre opposant, l'opposant Agboyome Kodjo, candidat en 2020, qui a plusieurs fois été arrêté ou placé en résidence surveillée. Bannissement de manifestations depuis 2022. Le gouvernement a interdit toute manifestation publique invoquant des raisons de sécurité. C'est-à-dire, pas de manifestation, même si vous êtes mécontent. Restez à la maison pleurer. Plus de manifestations, c'est interdit. Imaginez-vous, si vous êtes mécontent, vous avez des choses à dire, vous ne pouvez malheureusement pas vous exprimer parce que c'est interdit. C'est interdit. Pour quelle raison? On a justifié cela pour des raisons de sécurité. Cela a empêché, d'après les experts, les partis d'opposition de se mobiliser librement. Alors, est-ce qu'on peut parler de démocratie si les partis d'opposition ne peuvent pas se mobiliser au moins librement? Ceci a empêché le syndicat et les ONG de tenir des rassemblements. Évidemment, cette interdiction reste en vigueur malgré les appels des organisations internationales à le lever. L'Afrique. Quand vous commencez à comprendre l'Afrique, l'amour de l'Afrique commence à bouger. Hein? Il y a beaucoup de questions. Il y a vraiment beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qu'il faut regarder sobrement et répondre sobrement. Okay, le fanatisme à la anti-européenne, je pense que ça commence très rapidement
a quitté les esprits de beaucoup de personnes qui voient les choses de manière beaucoup plus lucide, comprenant que l'ennemi de l'Africain n'est pas en Europe. En tout cas, pas l'ennemi numéro 1. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on peut jamais échapper. Les critiques. Quand on est quelqu'un de fort, quelqu'un qui progresse, qui avance, qui développe, qui bouge les choses, vous serez toujours critiqué. On ne peut malheureusement pas s'en évader. C'est pas possible. D'ailleurs, je pense que c'est très important d'être critiqué. Parce que si vous n'êtes pas critiqué, ça veut dire que vous représentez absolument rien. On ne critique que ce qui est important. Vous avez déjà vu des directeurs assis en train de critiquer le jardinier? Jamais. Généralement, c'est un commentaire. Mais comment il est en retard? C'est fini. Mais ceux qui sont souvent assis là, on entend dire, hey, la femme du boss, vraiment, elle est venue. Son ventre est gros comme ça. C'est vraiment incroyable. Regarde les chaussures qu'elle a portées. C'est souvent le jardinier qui a le temps de parler du boss. Jamais le contraire. Les critiques sont très importantes. Les gens peuvent dire des choses sur vous. Du moment que vous ne vous retrouvez pas dans leurs identifications, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils peuvent dire, vous êtes pauvre, vous n'avez rien. Hey, d'ailleurs, sa famille, c'est sa femme qui le nourrit. Du moment que la réalité qui est la vôtre est totalement différente, ce qu'ils racontent, c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, c'est bien qu'ils parlent de vous parce qu'ils sont en train de vous envoyer de l'énergie positive. Ok? Avez-vous remarqué que les gens que vous critiquez généralement sont au-dessus de vous? Regardez, votre président de la République que vous voyez ici. C'est vrai qu'il fait peut-être pas les choses bien, comme vous le désirez, mais il est de loin devant vous. Ses adjoints, toutes ces personnes de la communauté qui progressent et avancent, généralement, sont de loin devant vous. Sinon, vous n'aurez pas leur temps, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes parmi ces personnes qui sont critiquées, ce n'est pas grave. Du moment qu'on ne vous retrouve pas dans la pauvreté, si on vous a accusé de pauvreté, du moment qu'on ne vous retrouve pas dans l'impudicité, l'adultère, si on vous a accusé d'adultère, du moment qu'on ne vous retrouve pas dans les accusations présentées, c'est ça. Le général Langley des États-Unis d'Amérique, vous en souvenez, le monsieur ici, il a fait un discours où il critiquait fermement Ibrahim Traoré du Burkina Faso, disant qu'il se servait de l'or du Burkina pour s'enrichir et aussi pour solidifier son pouvoir. Évidemment, passons de l'argent aux Chinois et aux Russes dans l'objectif de se protéger soi-même. Donc, l'or du Burkina Faso ne profitait pas au Burkinabé du tout. Est-ce vrai ou pas? On va essayer de voir, on va plonger là-dessus, jeter un coup d'œil et avec un franc-parler, vous dire si Général Langley avait raison ou pas. Okay? S'il avait raison, on le dira. S'il n'avait pas raison, on le dira. Ok. Alors, au Burkina Faso, quelque chose de très intéressant vient de se passer. Il y a eu révision du code minier au mois de juillet 2024. En juillet 2025, le gouvernement a révisé son code minier afin d'apporter la participation gratuite des l'État dans des nouveaux projets de 10 à 15%, avec une option d'acquérir 15% supplémentaire. Vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je vais expliquer. C'est-à-dire, le gouvernement, généralement, de chaque pays, quand on accepte des visiteurs qui sont miniers, des grandes entreprises minières qui se présentent pour exploiter les mines, généralement apportent une participation gratuite, c'est-à-dire les taxes ou les impôts de 10% de leur production. Au Burkina Faso, on a poussé ça à 15%. C'est-à-dire, le Burkina Faso n'a pas besoin d'investir. Ils n'ont pas besoin de fournir d'efforts, de présenter de l'argent, d'apporter d'équipements ou quoi que ce soit. Tous les équipements, tout ce qu'il y a comme argent, finance, tout ce qu'il y a comme projet intelligentsia, tout ce qu'il y a comme ingénieur sont apportés par les investisseurs et les grandes entreprises de mines. C'est en fin de compte, après avoir épousseté, après avoir travaillé, soufflé, charbonné, que vous présentez les 10% au gouvernement burkinabé sans poser de questions. C'est en d'autres termes de l'argent gratuit. Normalement, c'est 10%. Là, on vient de pousser ça à 15%. On a également imposé une participation accrue des Burkinabés dans les projets miniers et réduit la durée des permis dans le but de renforcer la surveillance et la gouvernance du secteur. Donc, premièrement, on a imposé la participation accrue des Burkinabés. Il doit y avoir plus de Burkinabés dans les projets, ok? Les ingénieurs, les électriciens, l'intelligentsia et dans toute autre forme de capacité, les Burkinabés doivent faire partie de ces histoires. Généralement, quand les grandes entreprises des mines viennent en Afrique, ils n'associent presque jamais les Africains directement, même des entreprises de construction, de routes et tout le bazar. Les Chinois, d'ailleurs, quand ils viennent pour bâtir et construire, pour la plupart des cas, ce sont des Chinois qui travaillent, hein, surtout dans le managériel, en tout cas le commandement et tout le bazar. Les Africains sont simplement là, et toi, porte un sac d'eau. Ce n'est qu'à peine récemment que certains pays ont commencé à imposer qu'ils soient inclus dans les contrats, la présence, en tout cas, transfert de connaissances de l'exploitateur aux locaux. Donc, en plus de la participation des Burkinabés dans ce projet, à chaque niveau de l'entreprise, c'est-à-dire niveau supérieur, niveau moyen, niveau élémentaire, on a aussi réduit les durées des permis, ok? Parce que chaque entreprise qui part exploiter sur le plan minier doit avoir un permis d'exploitation. Alors, ces permis d'exploitation sont désormais à terme limité. Je vous donne un exemple simple. Imaginez-vous, vous donnez un permis de 50 ans à une entreprise pour exploiter. Et pendant les 50 ans, l'entreprise ne travaille pas correctement. Il ne paye pas carrément les impôts ou travaille d'une façon que vous n'aimez pas. Ou encore, vous souhaiterez peut-être transférer ce contrat à une autre entreprise qui apporte beaucoup plus d'histoire. Ça devient très compliqué. Il faudrait attendre 50 ans. Sinon, vous allez partir au tribunal international de commerce pour aller se disputer. Et ça peut être très compliqué. Mais quand vous donnez des licences de 2 ans, 3 ans renouvelables, ça devient beaucoup plus
plus simple. Même s'il y a des difficultés, vous n'avez qu'à être patient pendant 2 ans pour revoquer la licence. Donc, participation de Burkinabé, réduction du temps des licences, ceci évidemment dans le but de renforcer la surveillance de la gouvernance du secteur. Le Burkina Faso veut avoir un peu plus d'emprise sur ce secteur minier. Les entreprises sont désormais tenues à contribuer aux fonds nationaux de développement de l'or et du secteur minier, ainsi que de traiter une partie de leur production sur le territoire national afin de retenir davantage de la valeur ajoutée dans le pays. Donc, premièrement ici, les entreprises seront désormais tenues de contribuer aux fonds nationaux de développement de l'or et du secteur minier. Alors, ce fonds national, c'est quoi? C'est très important, on va essayer de décrire. Le fonds national ou le National Fund Development au Burkina Faso, c'est un fonds minier de développement qui a été créé en 2015. Soutenir les projets socio-économiques du pays et régionaux. Quels sont ces projets? Ce sont des projets d'infrastructure. Okay? Par exemple, les écoles, les systèmes d'eau. En d'autres termes, chaque entreprise minière au Burkina Faso, désormais, sera obligée de contribuer dans le Fonds national de développement. Ce Fonds national a pour objectif le développement sur le plan infrastructure, les routes, les projets socio-économiques, l'amélioration des systèmes d'eau. Donc, en plus de l'argent qu'ils paieront en termes de taxation ou impôts, ils seront maintenant obligés de contribuer dans le Fonds national de développement. Ceci, évidemment, demandera 20% des redevances de chaque entreprise minière au Burkina Faso. Vous voyez comment les choses changent. 20% des redevances, contribution dans le projet de développement du pays. Vous ne partez seulement pas voler et partir. Vous volez, d'accord, vous payez les impôts, vous embauchez les locaux, vous les entraînez et vous contribuez dans le développement d'infrastructures, de systèmes d'eau et de tout le bazar. Vous voyez comment on travaille. L'État a également repris le contrôle de plusieurs grandes mines par l'intermédiaire de Sopamib, une nouvelle société publique, renforçant ainsi le contrôle national sur les principaux actifs aurifères. Sopamib a été créé dans l'objectif simplement d'avaler toutes ces petites entreprises qui ne se comportent pas en accord avec le désir du gouvernement. Donc une petite mine de machin histoire là-bas, fond de chichi là-bas, allez. Le Burkina Faso va créer une raffinerie d'or, les amis. Donc, ça ne sera plus question d'aller raffiner l'or ailleurs, tout le bazar après avoir miné, mais on va désormais commencer à raffiner l'or sur place. Est-ce que vous comprenez l'enjeu de cette histoire? Une raffinerie nationale d'or est en cours de construction à Ouagadougou actuellement pour réduire la dépendance au traitement à l'étranger et améliorer la transparence des exportations. Les permis d'exportation à petite échelle ont été temporairement suspendus afin de lutter contre le commerce illégal. Donc, ça se passe sur place. Ce n'est pas comme on le fait généralement. En Afrique, chercher ce qu'on cherche sous-sol pour envoyer ailleurs, dans le but d'être exploité. Vous savez, quand il y a des raffineries sur place, qu'est-ce que ça crée? Principalement, la connaissance chez les locaux. Deuxièmement, l'emploi chez beaucoup de locaux. Troisièmement, l'économie émerge et avance parce qu'on utilisera l'électricité du pays, l'eau du pays, beaucoup d'autres éléments importants pour contribuer à l'économie du pays. Ensemble, en fait, si vous regardez attentivement, vous réalisez que ces mesures marquent un tournant stratégique vers la souveraineté économique. Donc, le gouvernement cherchant à transformer la richesse aurifère du pays en un développement national durable à long terme. Donc, ce n'est pas cherchant comment se faire de l'argent pour s'acheter des villas, construire des histoires en Afrique du Sud, avoir des maisons au Qatar, des maisons en Arabie Saoudite, mais c'est pour investir dans l'objectif de pousser tout le monde de l'avant. Une nation, c'est là où les uns pensent aux autres. Une nation, ce n'est pas des tribus mises ensemble. Ce n'est pas ça la nation. Une nation, c'est là où les uns pensent aux autres. Ce n'est pas seulement nous. Il ne s'agit pas seulement que nous mangions parce que c'est notre pouvoir. Il n'y a pas de notre pouvoir dans une nation. Quand vous entendez parler de notre pouvoir, ce n'est pas une nation. Ce sont des facochères qui se sont mis ensemble. Ils ont été forcés de vivre ensemble par des colons. Si vous regardez dans leurs histoires, dans beaucoup de cas, ils étaient ennemis. Ah oui, ils étaient ennemis avant l'arrivée des colons. Mais quand les colons sont arrivés, on les a obligés, toi, à vous former un pays. Oui, ce ne sont pas une nation. C'est impossible de créer une nation parmi des gens qui s'aiment pas. Il faut se supporter malgré ces différences. C'est là qu'on devient une nation. Sinon, on n'est pas une nation. Dans un pays où le président est riche et les gens pauvres sont très pauvres, sa famille est très riche, ce n'est pas une nation. Ce sont des individus, des malfaiteurs qui ont pris en otage le gouvernement. Ils ont pris en otage la tête du pays. Il faut se retirer. Et c'est ça, Ibrahim Traoré est en train de montrer à tout le monde comment il faut faire. Désormais, le Burkina Faso va produire, pas seulement produire, va raffiner son or sur place. Bon, pas tout l'or, évidemment, une grande partie. On permettra aussi à exporter du brut jusque-là, mais ils ont beaucoup plus de parts, beaucoup plus d'emprise. L'argent sera sur place. On va embaucher les Burkinabés, d'acquérir la connaissance, l'intelligentsia. Il y aura l'infrastructure, des projets de création, de construction. Même s'il n'y a plus la présence de ces miniers, restera pour toujours. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa est en train de faire un travail énorme. Il y a un changement qui s'opère actuellement. Afrique du Sud, évidemment, c'est un pays ici très beau pays. En tout cas, c'est un lieu extraordinaire. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Pour ceux qui vivent en Afrique du Sud, ils n'ont rien à envier de ceux qui vivent
nulle part ailleurs, hein, pas en Europe du tout. Bon, surtout pas l'Europe. Écoutez, peut-être la Scandinavie un peu, mais non. Pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Si vous doutez, prenez l'avion et allez-y. Mais n'allez pas vivre dans des coins pourris là-bas, tout ça, parce que voilà, généralement les Africains ils aiment des coins pourris. Ensuite se plaignent. Je suis parti là-bas. Franchement, non, il faut chercher un endroit bien. Même aux États-Unis, il y a des coins pourris. L'Afrique du Sud est un pays très bien, de loin avancé par rapport à plusieurs pays européens, en effet. Ah oui. Alors, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa soutient un changement politique qui pourrait permettre à Starlink de Elon Musk de venir travailler en Afrique du Sud. Je vous rappelle qu'il y a eu un moment où Elon Musk voulait insérer son entreprise Starlink en Afrique du Sud. L'accès lui a été refusé. Après le refus de son accès, il est parti accuser chez Donald Trump, incitant Trump à accuser l'Afrique du Sud de génocide envers les Blancs. Et aussi spéculant, disant que les Noirs sud-africains retiraient les terres des Blancs sans compensation, donc par la menace. Et monsieur Trump a fait exactement ce que Trump fait très bien, faire un deal, même si c'est un deal inadéquat. Il a fait peur, il a dit qu'il allait les bouter d'AGOA. En fin de compte, l'Afrique du Sud était obligée de partir aux États-Unis pour aller négocier sur ce qui se passe dans leur propre pays. Et par rapport à ça, beaucoup de gens n'ont pas compris, mais l'élément était simple, c'était simplement parce que Elon Musk est parti en Afrique du Sud voulant insérer Starlink, qui malheureusement ne voulait pas respecter la loi. La loi étant que chaque entreprise étrangère qui s'apporte en Afrique du Sud pour travailler a pour obligation de donner au moins 30% d'équité. 30% dans l'entreprise doit appartenir aux Noirs sud-africains. Pourquoi changer, renverser la vapeur de ce qui s'est passé là beaucoup d'années pendant l'apartheid, où les Noirs étaient marginalisés et n'avaient absolument pas accès à l'économie. Donc chaque entreprise qui va en Afrique du Sud, grande entreprise, doit passer au moins 30%. Ce n'est pas donné gratos, hein. Les gens vont acheter. Elon Musk a refusé, il voulait garder l'entièreté. C'est l'acheter ou pas? Est-ce que M. Ramaphosa a tort d'essayer de faire ce qu'il a à faire? Faudrait-il résister jusqu'à la fin du monde? Ok? Disons, c'est notre pays, c'est notre droit. Ou bien il faudrait quelquefois balancer pour que son pays aille de l'avant. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous savez, il y a des gens comme moi, hein, des gens comme moi. Je peux avoir tort. Tu me dis d'arrêter, mais si tu rajoutes un sinon derrière, je pense qu'on aura un sérieux problème. Hein? Arrête parce que ça me fait mal. Ok, je suis désolé. Arrête parce que ça ne sonne pas bien. Ok. Arrête parce que avec la considération qu'on a pour toi, tu vois. Arrête sinon. Moi, je voudrais savoir le sinon là, c'est quoi? Le sinon là, c'est-à-dire quoi? Poutine, pas très grand de taille, mais très grand d'esprit, manifestement, n'a pas peur. Fait un discours devant la presse. Donc voilà ce que Poutine a dit. Écoutez ce que Vladimir Poutine a dit. Monsieur Poutine, est-ce que vous n'avez pas l'impression que il serait temps de rencontrer personnellement Donald Trump? Parce que de loin, on a un peu l'impression que vous vous éloignez l'un de l'autre. Il y a le téléphone, c'est bien. Mais une rencontre entre quatre yeux, c'est quand même autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Je considère, j'ai beaucoup de respect pour le président américain actuel. Il a parcouru un itinéraire difficile pour revenir à la Maison Blanche. Donc, il a été victime de tentatives d'assassinat. Donc, on voit que c'est quelqu'un de courageux. Ce qu'il fait à l'intérieur de son pays, ce qu'il fait en matière, en ce qui concerne le Proche-Orient, ses efforts pour trouver un règlement dans la situation ukrainienne. Évidemment, nous apprécions ces efforts. Et je l'ai dit, je suis prêt à le dire encore une fois publiquement. Maintenant, je considère que le président Trump veut sincèrement trouver une solution en ce qui concerne l'Ukraine. Tout récemment, il m'a déclaré que c'était plus difficile que ce qu'il pensait. Bah oui, effectivement, là, il n'y a rien d'exceptionnel. Évidemment, une fois quand on met le nez dans le dossier, on voit que c'est compliqué. Et c'est pareil pour le Proche-Orient. Et évidemment, bien sûr qu'il a peut-être une plus grande expérience. Il était peut-être plus impliqué dans les événements du Proche-Orient. Mais là-bas aussi, c'est compliqué. La vie réelle, elle est toujours plus compliquée que les images qu'on peut en avoir. Je suis toujours ouvert à tout contact, à toute rencontre. Et je sais que M. Trump s'est déclaré, il a parlé de cette possibilité de nous rencontrer, de même que lui, je considère qu'il faut préparer ce genre de sanctions. Et
en fonction des résultats, passer à une étape suivante ou pas. Mais dans l'ensemble, grâce au président Trump, les relations entre la Russie et les États-Unis commencent à revenir dans une voie normale. Tout n'a pas été résolu sur le plan diplomatique, mais en tout cas, les premiers pas ont été faits. Ensuite, il y a un contact au niveau concret qui se fait entre nos services, entre le département d'État, notre ministère des Affaires étrangères, au niveau aussi des autres ministères, les différents aspects, au niveau des services secrets notamment. Il y a la lutte contre le terrorisme, par exemple, et au niveau d'autres services, nous avons des contacts, et donc nous avons des perspectives qui sont assez positives sur le plan de la coopération économique, et nous savons que les entreprises américaines manifestent le souhait et nous lancent des signaux sur le fait qu'elles voudraient revenir sur notre marché. Nous sommes prêts à les accepter, mais tout cela, ça doit être préparé, mais en tout cas, dans l'ensemble, une rencontre est tout à fait possible, et c'est avec plaisir que nous l'organiserons. Donc, M. Poutine est en train de jouer à un jeu diplomatique de haut niveau. Vous venez d'achever le sommet euro-asiatique avec des partenaires, et parallèlement, s'est achevé le sommet de l'OTAN. On a parlé des dépenses militaires à 5% du PIB, et l'Europe s'engage sur une voie agressive et sur la voie de la militarisation. C'est quelque chose d'assez nouveau. Comment évaluez-vous ce qui se passe? D'abord, ce que nous appelons la communauté occidentale, ou si on peut l'appeler comme ça, tout se retrouve un peu sans dessus-dessous, parce que il y a les dépenses militaires, il y a tout cela s'inscrit dans une thèse d'agressivité contre la Russie. Et c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, nous devons revenir à ce qui s'est passé en 2022, au début de l'opération militaire spéciale. Personne n'a dit un mot là-dessus. On nous a menti de façon éhontée, et notamment sur le non-élargissement de l'OTAN vers l'Est. Et c'est ce qui avait été promis à la Russie. Et ils avaient promis qu'il n'y aurait aucun mouvement vers l'Est. Et ensuite, il y a eu un élargissement. La sécurité d'un pays ou d'un groupe de pays ne peut pas se faire aux dépens de la sécurité des autres. Et c'est ce qui est écrit dans les documents internationaux. Qu'est-ce qui s'est passé en pratique? Eh bien, il y a eu un élargissement, et on nous a dit mais rien ne vous menace. Lorsque nous avons répondu que nous nous sentions menacés, eh bien on ne nous a rien dit. Et aujourd'hui, nous savons mieux que tout le monde ce qui nous menace. C'est notre droit de considérer notre degré de sécurité, de considérer quel est notre degré de menace et de le déterminer. Mais personne ne nous entend à ce sujet. Ce n'est pas un comportement agressif ce que nous faisons. Et au contraire, en Occident, aujourd'hui, lorsqu'ils soutiennent le séparatisme dans notre pays, lorsqu'on utilise un instrument de lutte contre la Russie comme le terrorisme, personne n'y est attentif. Les explosions, les attentats à Moscou, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, personne ne veut y être attentif. Vous croyez quoi? Qu'on ne le voit pas? Mais ils nous disent. Ils parlent toujours de notre agressivité. Ils disent que c'est nous qui sommes agressifs. Et vous savez, on a...
Et sur le fond de cette rhétorique, selon laquelle ce serait nous qui ne serons pas, qui serions agressifs, eh bien, ils veulent s'armer. Eh bien, qu'ils s'arment. Mais pour ce qui est de la structure de ces dépenses, elle ne se base sur aucune agressivité de la Russie. Nous ne sommes pas agressifs, c'est eux qui sont agressifs. Et chacun parle de ce qui s'est passé avec le coup d'État soutenu en Ukraine par les Occidentaux. Ensuite, ils ont financé ce coup d'État. Ils l'ont dit publiquement. Et ensuite, ils ont commencé à dire que la Russie se conduit de façon agressive. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont eux qui sont idiots ou est-ce qu'ils... Ensuite, nous avons vu ce qui s'est passé au Donbass. 8 ans. 8 ans d'une guerre sanglante contre la population civile. Et pendant 8 ans, nous avons essayé de nous mettre d'accord pour mettre fin aux hostilités. On nous a menti. Ils l'ont reconnu publiquement. L'ancienne chancelière allemande, le président français, l'ancien président français, on parlait des accords de Minsk qui étaient faits juste pour permettre à l'Ukraine de se réarmer. Et il y a eu cette guerre pendant 8 ans. Et pour mettre fin à cette guerre, eh bien, nous avons dû intervenir directement. Et tout ceci s'est fait en violation de la Charte des Nations Unies et personne n'y est attentif. Et les choses ne peuvent pas aller comme ça. Ils veulent augmenter leurs dépenses. Eh bien qu'ils les augmentent. En ce qui concerne les forces armées, nous avons on nous dit toujours que nous avons des problèmes, etc. Ils veulent infliger la rhétorique d'infliger une défaite stratégique à la Russie se poursuit toujours. Et les résultats, ils sont où? Alors, si tout s'effondre chez nous, alors pourquoi on s'apprêterait à attaquer l'OTAN? Et ils essayent de convaincre leur population de ça pour extorquer de l'argent, davantage d'argent de la part de leur population en justifiant ces dépenses pour le domaine social. Alors que nous, l'essentiel que nous dépensons, c'est pour soutenir notre complexe militaro-industriel, pour nous-mêmes. Pour nous, les nôtres. Et eux, c'est 5% du PIB qui vont dépenser à quoi? Pour acheter du matériel américain? C'est pas notre problème, mais c'est le leur. Alors maintenant, l'essentiel, nous avons prévu une réduction de nos dépenses militaires. Et pour l'année prochaine, par exemple, pour les 3 années qui viennent, nous avons prévu, on n'a pas d'accord définitif entre le ministère de la Défense, celui du développement économique, des finances, etc. En tout cas, on va dans ce sens-là. Alors que l'Europe pense au contraire augmenter ses dépenses militaires. Alors qui veut la guerre, c'est eux ou c'est nous? Nous, ce que nous voulons, c'est achever l'opération militaire spéciale avec un résultat concret. Mais c'est justement l'optique que nous avons, et non pas des projets d'agression contre l'Europe ou l'OTAN. Nous, ce que nous voulons, c'est réduire nos dépenses. Et c'est eux qui les augmentent. Alors qui se comporte de façon agressive ici? Et donc, on voit ces politiques dans le domaine de la défense. Et donc, leur réflexion sur le fait qu'ils veulent augmenter, qu'ils les augmentent s'ils veulent. Dans le matière de la sécurité, la solution n'est pas meilleure. Et sur le plan économique, social, leur situation va continuer à s'aggraver. Ça, c'est une façon de dire que la Russie n'a pas peur des sanctions.
Okay, nous avons déjà été sanctionnés. D'ailleurs, ça n'est pas aujourd'hui que ça commence. On avait déjà été sanctionnés sur le plan économique. Donc, ce ne sont pas les sanctions qui nous intimident. Monsieur Poutine, récemment, le président français a parlé de la nécessité d'adopter de nouvelles sanctions contre la Russie. Et d'après les déclarations des dirigeants européens, il pourrait y avoir des mesures comme la baisse des tarifs des hydrocarbures russes jusqu'à $40 le baril, par exemple, pour le pétrole. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quelles pourraient être les conséquences de ces... J'ai déjà répondu partiellement. Plus il y a de sanctions, plus c'est mauvais pour ceux qui les adoptent. Et ça concerne la France, ça concerne l'économie de l'Europe d'une manière générale. Il faut regarder les statistiques. Ici, le volume de gaz, par exemple, acheté, il a augmenté en fait. Et ça, c'est grâce au GNL. Et aujourd'hui, 4 euros et quelques 400 euros pour 1000 mètres cubes. Et ça a baissé, donc aujourd'hui 775, 60. Et si ça continue alors au Proche-Orient, qu'est-ce qui va se passer? Et s'ils bloquent notre pétrole, enfin s'ils veulent, mais ils n'y arriveront pas de toute façon. C'est impossible dans les faits. Les volumes de pétrole consommé, de produits pétroliers consommés dans le monde ne cessent d'augmenter en raison de la croissance économique. Et ça, c'est inévitable. Les volumes augmentent. Et l'extraction, elle ne peut augmenter que dans le volume prévu par les accords au sein de l'OPEP et en fonction de la demande. Donc ici, il n'y a rien qui pourrait aller dans le sens des intérêts de l'Europe. On verra ce que ça va donner sur la base de la situation telle qu'elle sera sur le terrain. Mais je ne pense pas qu'ici, cela ait un impact significatif sur nous, puisque ces centaines de milliers de sanctions adoptées contre nous, je l'ai déjà dit, l'an dernier, nous avons eu l'an dernier 4,3% de croissance du PIB, cette année 3% chez eux. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vos commentaires sont très nécessaires. On veut vous lire, on sait que parmi vous il y a des gens très intelligents, et je pense que c'est toujours avec beaucoup de plaisir, dans le respect, de toujours faire des commentaires, afin que l'on se lise, on se reconnaisse. God bless. Le karma est une réalité vraie ou c'est du n'importe quoi? Le karma. Ce que tu fais en bas te sera payé en retour, c'est ça, non? Tout ce que vous faites, il y a des répercussions sur tout ce que vous faites. Pensez-vous vraiment que toutes les personnes qui font des choses absolument négatives, atroces, reçoivent un paiement à la hauteur de leurs œuvres? Vous pensez vraiment que tout se paye ici-bas? Ou c'est une réflexion absolument incorrecte et paresseuse pour ceux qui ont peur de faire payer les personnes les choses dont ils doivent payer? Ou tout se paye ici-bas est simplement une façon de décourager les gens qui ont du courage de faire le positif ou le négatif, de les faire. Surtout le négatif, évidemment. Quand vous dites à quelqu'un tout se paye ici-bas, c'est une façon de le décourager de faire des choses qui risquent de faire mal à d'autres personnes, n'est-ce pas? C'est un peu comme le concept de l'enfer. Beaucoup de personnes pensent que l'enfer est un concept créé dans l'objectif de décourager les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire, surtout dans le négatif. Enfin, imaginez un peu un monde où la police n'existait pas. Comment est-ce que les gens réagiraient? Ok? Pas de répercussions. Vous ne subirez pas de conséquences. 5 jours sans police, sans l'armée. Vous savez ce qui risque de passer? Ce serait la folie. Ce que vous voyez dans des films de zombies. Ok? Tous les coups sont permis. Les gens forts persécuteront les gens riches. Les hommes dépourvus de certaines capacités prendront de force des femmes et feront ce que vous imaginez. Les gens en capacité feront du mal à ceux qui n'ont pas de capacité. Les gens raviront de voitures, prendront des maisons, pilleront des histoires. La raison pour laquelle il y a la police, c'est pas seulement pour mettre les gens en prison, c'est aussi pour décourager mentalement certains hommes. Alors, ma question entre le karma, c'est une réalité ou pas? Et que vous pensez vraiment qu'une personne qui fait du mal, chaque fois paye les prix du mal qu'il fait, ou c'est du n'importe. Avant de commencer, les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On va faire ça. Faites ça, s'il vous plaît. C'est fait.
Merci. Le président Sarkozy, Nicolas Sarkozy, a été déchu de sa Légion d'honneur après avoir été condamné l'année dernière pour corruption et trafic d'influence. Déchu de sa Légion d'honneur. Cette médaille de haut degré qu'on donne aux gens en France lui a été ravie, carrément, M. Sarkozy. Qu'elle a été reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence par un tribunal à Paris en 2021. Ceci pour avoir tenté de corrompre un magistrat en échange d'informations pour une affaire judiciaire dans laquelle il était impliqué. Il a été condamné pour porter un bracelet électronique pendant 1 an. Nicolas Sarkozy. C'est ça la vie. La vie a beaucoup de mystères. Tu es là aujourd'hui et demain tu te trouves complètement en bas et tu ne sais pas comment justifier ça. Donc M. Sarkozy a comparu évidemment devant le tribunal pour des allégations selon lesquelles il aurait reçu des millions de dollars de la Libye pour la campagne présidentielle de 2007. Il les nie. Il a longtemps nié les accusations et malheureusement le parquet, avec beaucoup de temps, a pu obtenir des éléments essentiels pour confirmer ce fait. Monsieur Sarkozy, pour ceux qui sont là, merci infiniment encore une fois, est parti en Libye à un certain moment pendant qu'il était encore ministre de l'Intérieur. L'objectif c'était de discuter avec Mohamed Kadhafi, lui demander de faire de sorte à ce que des subsahariens, ne traversent pas la Libye pour aller en Europe. C'était ça l'objectif. D'essayer de discuter avec monsieur Mohamed Kadhafi pour pas qu'il y ait autant de monde, pour que la Libye rende la tâche difficile aux Noirs africains de traverser vers l'Europe. Vous savez, généralement, les Noirs, quand ils vont en Europe, ils commencent à persécuter mentalement d'autres Noirs. Il faut vous dire la vérité. En donnant l'impression que la vie en Europe, c'est du champagne. La réalité est totalement différente, malheureusement. Et aussi, l'impression que les Européens nous ont laissé depuis très longtemps, que l'Europe est beaucoup meilleure, beaucoup mieux que l'Afrique, a aussi donné cette impression, généralement à beaucoup de jeunes Africains, pas souvent très informés, que l'Europe, c'est là où il faut être. Et exactement la raison pour laquelle beaucoup d'Africains quittent leur famille, vendent tout ce qu'ils ont dans l'objectif de partir en Europe. Alors après cette discussion, M. Sarkozy, avant de quitter, en aparté, ce n'était pas de manière officielle, à discuter avec M. Kadhafi, lui disant, écoutez, vous savez, si vous faites ça pour nous, je pourrais faire un travail absolument magnifique de votre part, pour vous. Pour renverser la vapeur, je vous rendrai cette belle tâche de raviver, de redorer votre réputation en Europe. Parce que la réputation de Kadhafi était ternie par l'image restreintiste. M. Kadhafi ne voulait pas ouvrir sa porte aux marchés internationaux. Les histoires telles que KFC, McDonald's, Walmart, et tout le bazar ne faisait pas partie de la culture de marché libyenne. C'est-à-dire, le monde, comme vous le comprenez aujourd'hui, est dirigé par des entreprises. Les entreprises sont ceux qui choisissent les présidents de la République. Mais même s'il y a des processus légaux, officiels, mais en réalité, si les entreprises ne veulent pas de vous, vous ne serez pas président de la République. Alors, la majorité des pays que vous connaissez hostiles à l'Occident sont généralement des pays qui n'ont pas accepté le marché occidental chez eux. La Corée du Nord, par exemple, vous ne verrez pas de KFC là-bas. Il n'y a pas de McDonald's, il n'y a pas de King Burger King, il y a pas de, ça n'existe pas. Il y a pas de H&M, il y a pas de Walmart, ça n'existe pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on dit, bon, écoutez, gouvernement atroce, hostile à la population, gouvernement dictateur, dictatrice dangereuse. C'est généralement à cause de ce genre d'histoire. La Libye aussi, à l'époque, ne faisait pas partie du réseau des pays qui acceptent le marché occidental, comme Cuba. Alors, d'ailleurs, je nous rappelle qu'à un moment donné, l'Angleterre et les États-Unis étaient prêts à aller faire la guerre contre la Libye. Pourquoi? Parce que le marché libyen était fermé. À un moment donné, M. Kadhafi a décidé d'ouvrir le marché, espérant pouvoir raviver la relation, chose qui n'a pas tout à fait fonctionné, bien que le marché occidental a pu pénétrer les terres libyennes. Alors, M. Sarkozy a promis de faire un travail énorme dans l'objectif d'améliorer la réputation de M. Kadhafi. Quelque temps plus tard, il voulait devenir président de la République. M. Mohamed Kadhafi s'est dit certainement, puisque cet homme, à un moment donné, a fait preuve de générosité, on va essayer de le sponsoriser, comme il le demande, pour qu'il devienne président de la République, dans l'objectif que nos relations internationales agréent à des principes positifs pour tout le monde. Monsieur Sarkozy a changé de Kazakh. Son idée, attitude à l'égard de Kadhafi a complètement changé. Et c'était exactement en ce moment-là où Mohamed Kadhafi a dit « Nous ne sommes pas pauvres ». Nous, Africains, ne sommes pas pauvres. Nous devons promouvoir maintenant l'usage du dinar comme monnaie africaine pour voir si nous sommes vraiment pauvres. Et cela, évidemment, représentait un danger ultime pour les Américains, surtout pour le dollar. Parce qu'avec dinar comme moyen d'échange, ça voulait simplement dire que le dollar n'aurait pas de valeur. Alors, il fallait essentiellement l'éliminer. Monsieur Kadhafi, je vous rappelle ici, est la personne qui a payé le premier satellite de communication en Afrique. En effet, dans le passé, quand un Africain faisait un appel avec son téléphone, prend un téléphone en Afrique, généralement dans les années 90, je sais que beaucoup ici n'étaient pas encore nés, prends ton téléphone pour appeler ton frère dans la salle d'à côté. Qu'est-ce qui se passait? L'appel était routé vers des satellites européens. D'abord. Ensuite, depuis l'Europe, ça rentre en Afrique. Donc tu fais ton appel ici pour appeler la personne dans la maison d'à côté. Ça va d'abord en Europe, ensuite rentre. Et pour ça, les Africains étaient censés payer 400 millions de dollars par mois pour ces appels-là.
Et voilà pourquoi à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, ça coûtait cher. Avoir un appareil de téléphone, ça coûtait très cher. Moi, je me souviens, je n'oublierai jamais. Généralement, c'était des gens riches, des gens riches, tout ça, qui avaient des téléphones cellulaires ou téléphones portables, des membres du gouvernement, des agents de service de renseignement qui possédaient ce genre d'histoire. Et je me souviens, une fois, j'appelais un ami, quand ma mère a finalement acheté ce truc, j'ai appelé mon ami au téléphone pour lui dire, hey, salut, comment tu vas? Et pendant qu'il parlait, j'ai entendu sa mère de l'autre côté dire, c'est qui? Il dit, c'est Zach. Zach? Ah bon? Lui aussi, il a un téléphone maintenant. Et donc, genre, lui, il mérite pas, quoi. Donc, lui aussi, il a un téléphone. Lui aussi, il a acheté. Ça m'a fait mal comme pas possible. Nous sommes quoi, la crasse de la société ou quoi? C'était ça. C'était parce que ça coûtait encore très cher. Ce qui s'était passé à l'époque, il y a eu une réunion de plusieurs pays africains, plusieurs leaders, sont mis ensemble. Ils avaient besoin de 500 millions d'euros pour acheter leur propre satellite, pendant qu'ils payaient 400 millions d'euros le mois pour la communication à travers les satellites européens. 500 millions d'euros, vous avez votre propre satellite. Les Africains ont été incapables de réunir 500 millions d'euros. C'est la même mentalité. En ce qui concerne la maison du African Union, qui est en Éthiopie. Le African Union, le building là, a été bâti et construit par les Chinois. Parce que les Africains étaient incapables de se cotiser pour construire cette histoire. La même histoire s'est passée dans le passé, avec les satellites. Ils n'ont pas pu réunir 500 millions de dollars. Qu'est-ce que Kadhafi a dit? Bon, écoutez, les petits, venez ici. Moi, je vous donne 400 millions de dollars de mon argent. Et vous réunissez 100 millions de dollars. Je donne 400 millions de dollars, vous. Tous les Africains réunissaient 100 millions de dollars. C'est alors comme ça que les Africains ont eu leur premier satellite de télécommunication. Ça fait partie de plusieurs histoires que Kadhafi a fait pour l'Afrique. Kadhafi a construit la plus grande mosquée en Ouganda. C'est lui qui l'a fait. Kadhafi a payé des dettes de plusieurs pays qui étaient endettés aux services internationaux financiers. Kadhafi a fait ça. Comment est-il parti de cette personne aussi généreuse en une personne dictatrice, tueuse, destructeuse? Parce que l'accusation américaine, c'était quoi? Muammar Kadhafi a clairement perdu la confiance de son propre peuple ainsi que la légitimité pour gouverner. Au lieu de respecter les droits de son peuple, Kadhafi a choisi la voie de la répression brutale. Des civils innocents ont été battus, emprisonnés et, dans certains cas, tués. On l'a accusé pour l'abattre. Et finalement, ils ont pris des gens qui aujourd'hui sont devenus des rebelles, qu'ils ont appelés à l'époque qui? Freedom Fighters, combattants de la liberté. Quand ils combattent pour eux, ils sont combattants de la liberté. Quand ils se tournent contre eux, ils deviennent quoi? Terroristes. Eh ben c'est ça. Alors ma question revient. Est-ce que le karma est réel? Ok? Bon, d'abord, vous les chrétiens ne peuvent pas parler de karma parce que le karma est un concept hindouiste. Et je sais que vous n'aimez pas les autres religions. Karma, il faut chercher autre prononciation, appeler ça autre chose. C'est pas le karma. Le karma, c'est chez les hindouistes. Hindou, oui, hindou, c'est là où il y a le karma. Oh, le karma existe. Non, ça c'est l'hindouisme. Voilà le sort de Sarkozy. On lui a retiré sa médaille, la Légion d'honneur. Sarkozy devient le deuxième chef d'État à être déchu de sa Légion d'honneur, la plus haute distinction française, après le collaborateur nazi Philippe Pétain, condamné en 1945 pour trahison et conspiration avec l'ennemi pour ses actions en tant que dirigeant de la France de Vichy en 1940 à 1944. La Chine vient d'annoncer qu'ils ont ouvert leurs douanes, donc les Africains paieront 0% désormais en impôts pour exporter tout ce qu'ils ont comme éléments à exporter. Congratulations, what? Évidemment confie. C'est vrai, c'est important, c'est intéressant de voir. La Chine a ouvert la porte. C'est une projection de soft power. Offrir un accès sans droit de douane positionne la Chine comme un partenaire clé. C'est très similaire à ce qu'on voit avec AGOA. AGOA est une opportunité qu'on a offert à beaucoup d'Africains, permettant à ces pays de pouvoir exporter aux États-Unis sans avoir à payer les taxes ou les tarifs. C'est-à-dire, si tu produis, par exemple, des jeans, pantalons jeans, comme le Lesotho, à $30, tu peux aller vendre aux États-Unis à $200. Contrairement au Lesotho, où tu serais obligé de revendre à 32 ou $35, parce que le monsieur du Lesotho n'a pas autant d'argent, contrairement à l'Américain qui pourrait défoncer $200 pour acheter le jean. Alors, qu'est-ce qui permet cela? C'est le fait que tu exportes sans avoir à payer des taxes ou des impôts. C'est un peu ça que les États-Unis font dans beaucoup de pays africains. Ceci permet à beaucoup de pays africains à exporter aux États-Unis de se faire de l'argent. Mais c'est aussi un levier de manipulation. Parce que quand je vous permets de venir chez moi, travailler sans avoir à payer les impôts, ça veut aussi dire que à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose de toi, tu seras obligé de le faire. Si je veux que tu votes pour moi, tu le feras. C'est exactement ce que Trump a fait récemment, en supprimant les taxes dans beaucoup de pays et leur demandant finalement de faire les choses et ajuster. Au Lesotho, par exemple, le Lesotho avait refusé d'accepter Starlink, qui est l'entreprise d'Elon Musk. Refusé d'accepter pourquoi? Parce que le Lesotho, à l'instar de l'Afrique du Sud, a une politique selon laquelle, si vous emmenez une grande entreprise chez nous au pays, vous êtes obligé de léguer 30% d'équité à nos populations. C'est-à-dire, les gens locaux doivent avoir du ownership, doivent être propriété de 30% de ton entreprise. Ce n'est pas que tu donnes gratuitement, ils achètent
les parts à hauteur de 30%. Elon Musk a refusé. Quand Elon Musk a refusé, on lui a dit de prendre ses clics et ses claques, ses tailles. Mais le jour du lendemain, Trump a frappé Lesotho en disant, désormais, 50% de tout ce que vous avez à produire doit être payé. Je vous rappelle que le Lesotho, sa production extérieure principale, c'est l'exportation des jeans. Les jeans que vous portez, les pantalons jeans. Ça vient du Lesotho, pour la plupart. Évidemment, ça a complètement emballé la situation financière du Lesotho parce que ce secteur engage beaucoup d'humains, beaucoup de personnes, se font beaucoup d'argent. C'est-à-dire, autant AGOA est bien pour les Africains, ça peut aussi être un levier de manipulation. On peut pas tout mettre dans un seul panier disant je suis riche. Si le panier tombe, les œufs se brisent et c'est fini. Donc autant c'est quand même important de diversifier aujourd'hui, d'aller vers la Chine qui ouvre la même porte, la même frontière. Je pense qu'il est essentiel de voir aussi les choses différemment parce que c'est vrai, la Chine ouvre la porte aux Africains. Mais qu'est-ce qu'ils attendent des Africains en retour? Ils attendent une réciprocité. Ok, vous pouvez venir chez nous sans payer les taxes. Désormais, bien sans le dire, on s'attend à ce que vous réciproquiez en disant vous pouvez aussi venir chez nous sans taxes. Maintenant, qui va gagner dans cette histoire? La réalité est simple. La Chine exporte plus que tout le monde. Les Africains n'ont pas la capacité d'exporter autant que les Chinois. C'est-à-dire, les Chinois auront moins besoin de ce que vous avez à offrir que vous avez besoin de ce qu'ils ont à offrir. Donc, c'est un nouveau marché qui ouvre ouvertement pour eux. Les Africains seront perdants dans cette histoire. Autant c'est bien, c'est-à-dire pour s'opposer à ce que les États-Unis offraient exclusivement aux Africains, autant il est important pour que les Africains comprennent qu'il faut aussi ouvrir des marchés africains. Parce que généralement, un Africain voudrait ton marché pour bénéficier. Mais un Africain rarement voudrait dominer ta nation, contrairement aux États-Unis et à la Chine. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Sarkozy, sa médaille d'honneur, parti, au revoir. Est-ce que vous pensez que ce sont les prix qu'il est en train de payer pour ce qu'il a organisé contre Kadhafi ou ça n'a absolument rien à voir? Le karma existe-t-il ou pas? God bless.